Donc, je vais essayer de vous présenter en 1 heure de temps à peu près un état de la recherche parce que c'est quelque chose qui n'est jamais définitif. Les travaux sur Saint-Émilion, on peut réfléchir longtemps sur les problèmes que pose cette cité. Et puis, le sujet que j'ai choisi de présenter est un sujet qui amène plein de variétés, de problématiques et donc plein de questions. Donc, je n'aurai pas le temps, évidemment, de tout traiter. Donc, je vais essayer de faire quelques focales sur un certain nombre de questions et de sites. Donc, paroisse, église et cimetière, ça vise essentiellement à donner un cadre sur les origines du christianisme sur le territoire de Saint-Émilion. Alors, essentiellement, je vais me concentrer sur la cité et sur ses faubourgs immédiats. Je ne vais pas réellement évoquer les autres communes, même si je vais devoir faire appel vous verrez dans le cadre de l'exposé, à certaines méthodes de travail qui permettent par l'analyse des autres formes paroissiales du territoire d'essayer de comprendre la genèse de Saint-Émilion. Alors là, je vous ai mis une vue pour commencer du vallon de Fongavant, où on voit niché au creux de ce vallon la cité avec le clocher de l'église monolithe qui émerge, et la tour du roi, et vous avez en face des vignes du château Ozone, un peu au-dessus, la croupe, je ne sais pas si vous la devinez, de la chapelle de la Madeleine. Et donc ce fond de vallon a été occupé à l'époque antique par une importante villa, la villa du Palate, et que l'érudition depuis le XVIe siècle, alors je ne sais pas si mes photos avancent, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer que ça avance bien, Pierre, est-ce que ça avance? Est-ce que tout le monde a vu la diapositive? Oui, on les voit. Tout va bien, tout va bien. Parfait. Donc l'érudition du XVIe siècle avait voulu, notamment Élie Vinet, avait voulu passer là une des villas d'Ozone, la villa de Lucagnac, qu'il mentionne dans ses poésies au IVe siècle, puisqu'il débarquait au port de Condat, il rejoignait ensuite en chariot sa villa. On ne sait pas où elle est en fait réellement. Là où je vous ai mis un petit dessin de Golvin qui restitue les fouilles qu'avaient menées Marc Gauthier et Catherine Balmel entre les années 70 et 88 sur le site, et des fouilles qui ont en partie repris et qui doivent normalement se prolonger sur ce site-là prochainement. Mais qui a permis effectivement de dater cette villa antique des 4e, 5e siècles. Donc on a une occupation qui est là dans ce fond de vallon. Est-ce que c'est ce monument qui a pu générer l'occupation chrétienne, enfin la première occupation chrétienne de la ville de Saint-Émilion? On n'en sait trop rien, parce que les mentions les plus anciennes de tombes antiques sont au 19e principalement, et les situent à Saint-Georges, donc qui est une église qui est située à proximité de la villa du Palate, mais qui a été complètement détruite, Saint-Georges-le-Sargonne exactement, un site qui est mentionné au XIIIe siècle, mais dont on n'a pas grand-chose comme information, à part quelques bribes dans la documentation écrite des XVIe et XVIIe siècles. Donc on ne sait pas précisément à quoi ressemblait cette église et si elle était ancienne ou pas. L'église de la Madeleine aussi, des mentions de sarcophages sont mentionnées, de tombes antiques, sans qu'on en ait vraiment de preuves archéologiques, et aussi des tombes antiques, est-il dit, à Notre-Dame de Mazerat, un site dont je reparlerai dans pas longtemps. Donc voilà, pas de preuves vraiment directes sur des tombes antiques associées à cette villa du Palate. C'est en fait les fouilles de Marino de Nacfer sur une commune voisine à Saint-Sulpice-de-Falérins qui attestent la première présence d'un cimetière dit mérovingien avec une église, enfin en tout cas un édifice de culte, qu'elle a pu dater par le mobilier associé aux tombes des 6e, 8e siècles. Et c'est là vraiment la première occupation archéologiquement attestée sur le territoire de la juridiction de Saint-Émilion, et donc à proximité de la cité. Et on peut mettre ça en relation avec la tradition de la vie de Saint-Émilion, une vie qui a été écrite au XIIe siècle, mais qui évoque l'arrivée au milieu du 8e siècle de cet ermite qui aurait été à l'origine de la fondation de la cité. Donc voilà pour poser un peu les choses sur le côté antiquité tardive et haut Moyen-Âge. Les sources documentaires, et là je vais aller vite parce que j'imagine que Frédéric Boutou ou Juliette Masson vous en ont déjà largement parlé, c'est la mention à la fin du XIe siècle donc du corps de Saint-Émilion et le lieu où il repose, qui permet d'indiquer en tous les cas qu'on a probablement un sanctuaire ou un lieu de culte dans lequel le corps est exposé et qui accrédite la tradition donc de l'ermite. On est en 1079 et c'est une période importante puisqu'on voit arriver l'épiscopat bordelais qui vise à réformer un lieu qui est tenu par le vicomte de Castillon.
Donc on voit là la première insertion de l'évêque de Bordeaux, de l'archevêque de Bordeaux, pardon, qui réintervient en 1110. C'est pour ça que je vous ai mis ces deux dates. 1110 où la réforme permet d'établir un couvent de chanoines. C'est la fondation de l'église collégiale, au-dessus de l'église souterraine, avec la mise en place d'un patrimoine d'églises qui viennent doter les revenus de ces chanoines. Donc notamment, il est dit la mention d'une église Sainte-Marie-Madeleine sur le territoire de Saint-Émilion et une église Saint-Martin-de-Mazras. On ne sait pas si ce sont déjà des paroisses, même si on peut supposer qu'elles devaient avoir des dîmes et donc avoir un ressort territorial, peut-être pas délimité par des bornes, mais en tout cas sur lequel les habitants avaient une perception de l'espace rattaché à ces différents lieux de culte. Donc c'est fin 11e, début 12e siècle qu'apparaissent les premières mentions écrites de ces sanctuaires. Aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Pierre Regaldo, la commune de Saint-Émilion regorge de monuments religieux. Je ne vais pas tous les évoquer là, ce serait trop long. Je vais essayer d'apporter l'attention sur quelques édifices. Je vous ai mis là quelques timbres-postes pour évoquer ces architectures qui sont essentiellement d'époque romane ou gothique. Vous avez la chapelle de la Madeleine ici, là, sur lesquelles je vais revenir. Saint-Martin-de-Mazras aussi, sur lesquels je vais revenir. Notre-Dame de Mazras, j'aborderai rapidement cet édifice qui est méconnu. La chapelle de la Trinité, donc je n'évoquerai pas grand-chose d'elle, si ce n'est vous dire que c'est un édifice de la fin du XIIe siècle, qui est établi sur l'ermitage dit de Saint-Émilion. Vous avez ici l'accès pour aller à l'ermitage. L'église souterraine, pardon, je pense que je ne présentais pas au bon endroit. Voilà, l'église souterraine, sur laquelle je reviendrai. L'église collégiale, dont vous a parlé déjà Juliette Masson, et je passerai très vite sur ce monument-là, ainsi que sur l'église des Cordeliers et l'église des Dominicains, que je n'aborderai pas dans cette présentation, car elles sont beaucoup plus tardives, installées au XIVe siècle à l'intérieur de la cité. L'église des Dominicains, ici, est un édifice de la fin du XIIIe siècle, en partie ruiné, qui s'est réinstallé ensuite à l'intérieur aussi de la cité. Donc je n'évoquerai pas ces monuments. Alors, pour juste replacer sur le territoire les mentions des tombes antiques qui sont attestées par la documentation ancienne, mais qui ne sont pas avérées archéologiquement, donc on peut mettre en doute la véracité de ces informations-là. Voilà, donc Notre-Dame de Mazras et Saint-Georges, et deux lieux qui potentiellement ont pu recevoir des tombes antiques, mais cela reste à vérifier. On est plus sûr pour l'époque médiévale avec les différents espaces funéraires que je vous ai localisés ici. Donc Notre-Dame de Mazras et Saint-Georges qui sont toujours indiqués comme lieux funéraires au Moyen-Âge. Sainte-Madeleine, Saint-Martin-de-Mazras. Dans les faubourgs de la cité, donc les frères mineurs qui s'installent à l'extérieur des murs de la ville dans le courant du XIIIe siècle, ainsi que les frères dominicains, et un hôpital dit Saint-Julien qu'on a du mal à localiser précisément, mais qui se situe aux alentours des dominicains. Et à l'intérieur de la cité, nous avons le complexe de l'église collégiale et de l'église souterraine, et puis les deux établissements des ordres mendiants qui viennent s'installer à l'intérieur des remparts au XIVe siècle, à la fin du XIVe siècle. Voici une vue de la cité intramuros avec les différents lieux de culte, donc les franciscains ou cordeliers, les dominicains, l'église de la collégiale, l'église souterraine, dite le Moustaille Vieille, et la petite chapelle de la Trinité à côté, avec donc les différents espaces funéraires qui sont bien documentés par des fouilles archéologiques qui correspondent essentiellement à la collégiale. On me demande d'approuver quelque chose. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Non, c'est pas à moi de faire, je pense. Donc la collégiale, le cloître, le sommet des voûtes de l'église souterraine, qui est un cimetière assez important qui a été fouillé par Bruno Miseau dans les années 90, et puis le parvis de l'église collégiale que Natacha Sauvêtre a fouillé en 2014. Donc voici les lieux souterrains sur lesquels je reviendrai rapidement. Donc les catacombes que Pierre a évoquées, je crois la dernière fois, et l'église souterraine que j'ai pu moi fouiller rapidement dans le cadre de travaux qui remontent déjà presque une vingtaine d'années, dans le cadre de l'enlèvement des flèches en béton qui permettaient de tenir les voûtes de l'église. Enfin, les cimetières extramuros, je les rappelle juste pour mémoire, qui sont attestés donc archéologiquement ou par la documentation écrite, et cimetières qui se sont déplacés intramuros lorsque les ordres mendiants se sont réinstallés dans la ville, et lorsqu'un petit hôpital dit de Sainte-Marguerite s'est installé, on ne sait pas trop précisément quand, mais probablement dans le courant du XIVe ou XVe siècle. Alors,
parle très vite, enfin, je vous montre juste une vue très rapide du cloître de la Collégiale pour vous évoquer ces tombeaux sous en feu qui sont venus réhabiller un cloître d'époque romane, donc entre les 13e et 14e siècles, avec donc un certain nombre de tombes qui sont logées dans ces enfeux, certaines présentant des gisants, notamment ce gisant d'un seigneur chevalier, enfin, qui porte un écu, qui n'ont jamais réellement fait l'objet d'études. Elles n'ont, à ma connaissance, pas été fouillées. Et donc, elles sont tardives, en tout cas tardives par rapport à la question qui me préoccupe, c'est-à-dire l'origine chrétienne du territoire, à quel moment s'installent les premières communautés chrétiennes sur la paroisse de Saint-Émilion. Donc là, on est sur des périodes plutôt 13e, 14e, voire 15e siècle pour certaines tombes. Donc je passe là-dessus très vite. Comme je passe aussi très vite sur cet édifice qui est méconnu, qui est l'église de Notre-Dame de Mazera, qui se situe donc, dans la campagne de Saint-Émilion, un peu après Saint-Martin-de-Mazera, qui est aujourd'hui, je crois, un chai viticole, donc qui a été remanié à plusieurs périodes, mais qui, d'après la documentation du XVIIe siècle, qui retranscrit des sources d'archives médiévales, serait une fondation d'Aliénor d'Aquitaine, faite après 1137, c'est-à-dire au moment où elle hérite. Tout ça, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas les documents d'origine et c'est simplement deux mentions au XVIIe siècle qui évoquent cette fondation, mais qui permettraient d'expliquer l'origine de cette chapelle qui, par l'architecture, présente des aménagements plutôt de la fin du XIIe ou du XIIIe siècle, mais qui, à ma connaissance non plus, n'a jamais fait l'objet d'études. C'est sous cette église qu'on mentionne au XIXe siècle la découverte de tombes romaines. Donc là, il y aurait un programme de recherche à envisager pour vérifier cette hypothèse, ou en tout cas ces affirmations. Donc j'en viens à évoquer la question de la paroisse, et notamment vous dire où se situe la paroisse de Saint-Émilion, dans quel cadre. On est ici dans ce qu'on appelle l'archiprêtré d'Entre-Dordogne. Vous avez ici la Dordogne en bas de l'image, avec ici les grands méandres de Libourne, Libourne étant à cet endroit-là. Condat ou peut-être Ozone aurait débarqué en remontant le cours de la rivière. Et puis, vous avez la vallée de l'Isle qui se développe ici au nord. Et c'est entre cette vallée de l'Isle et la Dordogne qu'on a ici un archiprêtré qui est attesté au XIIIe siècle et qui était administré par un archiprêtre dépendant directement de l'archevêque de Bordeaux. Et vous avez ici donc les contours des communes actuelles. Vous voyez la commune de Saint-Émilion, qui est un grand morceau que je vous ai colorisé, sur lequel on a plusieurs édifices, les points rouges correspondant aux édifices a priori paroissiaux, les points rouges mais creux, on va dire, enfin, avec un fond blanc, étant des sanctuaires secondaires, soit des prieurés, soit des chapelles annexes. Alors, ce qui est intéressant dans ce découpage-là, c'est qu'il est hérité en fait de la Révolution. À la Révolution, on a rattaché, là vous avez un extrait de la carte de Bélem, de la fin du XVIIIe siècle, on a rattaché deux anciennes paroisses, la paroisse de Mazera, qui est ici en rouge, Saint-Martin-de-Mazera, donc je n'avais pas eu la possibilité de tout dessiner, et au partie nord, la paroisse de Saint-Émilion. En fait, cette configuration de la carte de Bélem est fausse. C'est Jean-Christophe Stoll qui s'en est rendu compte lorsqu'il a fait un travail universitaire sur la commune de Saint-Émilion il y a déjà quelques années, qui a montré par la documentation 17e, 14e, même 13e, je crois, il a pu remonter jusque-là, que la paroisse de Saint-Émilion n'était pas cette partie nord, que cette partie nord dépendait en fait de Mazera, et que c'était plutôt la partie sud qui dépendait de Saint-Émilion, sachant que la cité de Saint-Émilion était paroissiale intramuros. Et donc, on a vraiment une difficulté à comprendre comment s'articulait ce territoire entre Saint-Martin-de-Mazera et Saint-Émilion. Mais on voit bien que les deux édifices sont, enfin, en tout cas entre la cité et Saint-Martin, on est très proches, et que ces découpages un peu curieux, avec cette grande partie nord et cette petite languette sud, doit correspondre à des reconfigurations territoriales dans le courant du Moyen-Âge. Très probablement, c'était une hypothèse qui avait été envisagée au moment où la cité établit ses remparts et qu'elle devient une ville close. On doit sans doute réorganiser le territoire paroissial à l'intérieur intramuros pour des questions de dîmes, fiscales, on va dire. Et la reconfiguration du territoire autour de Mazera doit aussi renvoyer à des réorganisations liées à des changements d'affectation des monuments. Alors, c'est un exercice qui est assez compliqué pour comprendre ce découpage paroissial, qui est une méthode qu'avait mis au point Jean-Bernard Marquette, qui visait en fait à essayer de prendre en compte plusieurs critères
qui sont à la fois donc, les contours des paroisses. On essaye de regarder les ensembles cohérents en fonction des limites géographiques, lorsqu'une limite paroissiale s'appuie sur une rivière, par exemple, ou sur un chemin qui pourrait être ancien, et les limites qui sont donc du coup appliquées sur des reliefs ou sur aucun relief sont considérées plutôt sujettes à caution, qui peuvent correspondre à des remembrements ou des démembrements. On regarde aussi l'occupation archéologique, l'occupation antique. Est-ce que les sanctuaires sont établis sur des villas antiques qui peuvent indiquer donc une occupation dans la continuité. On regarde aussi les titulatures, c'est-à-dire la vogue des saints dont portent les sanctuaires, puisque ça peut être une indication sur la vogue des cultes dans la région en fonction du transfert de reliques, des pèlerinages. Et donc, c'est tous ces éléments-là que Jean-Bernard Marquette, dans la méthodologie qu'il avait mise en place, permet d'essayer de restituer des hypothèses et des scénarios de démembrement de paroisses matrices, de grandes paroisses, si vous voulez, originelles, qui se seraient découpées avec le temps en fonction de la densification de l'habitat et donc de l'administration des habitants qui auraient été affectés à des lieux de culte spécifiques. Donc la difficulté ici, c'est que tout ça reste très hypothétique et qu'on ne peut pas assurer une vérité. La seule chose qu'on peut arriver à restituer par la documentation écrite, notamment les mentions dans les actes fonciers des 14 et 15e siècles que Jean-Christophe Togg avait dépouillés, de voir d'où les habitants se prévalent. Et donc, ça a permis de dresser cette cartographie qui reste très hypothétique. Hein, c'est un document de travail, mais c'est pour montrer comment on essaye d'avancer dans la réflexion sur ce type de problématique, d'une paroisse peut-être originelle, soit basée autour d'un sanctuaire qui serait dans la cité de Saint-Emilion, soit peut-être autour d'un sanctuaire autour de la chapelle de la Madeleine, ou de l'église de la Madeleine, d'une paroisse un peu oblongue, un peu étroite, avec donc Saint-Martin-de-Mazras qui, elle, reprendrait l'ensemble du territoire nord, ce qui correspondrait à ce que nous donne la documentation ancienne. Donc cette paroisse que j'ai grisée ici, elle se rapproche dans sa physionomie et dans sa surface des autres paroisses voisines de Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Hippolyte et Saint-Pierre-d'Armas, voire même peut-être Saint-Étienne-de-Lys, éléments sur lesquels je reviendrai en fin de présentation, mais c'est un élément intéressant dans ce découpage-là, s'il est probant, de réfléchir sur cette organisation de petites paroisses qui pourrait correspondre effectivement à peut-être d'anciens domaines fonciers de villas antiques. C'est une question qui a été envisagée déjà à plusieurs reprises sur la constitution des paroisses. Alors j'en viens maintenant aux monuments et à leur cimetière, en commençant d'abord par le parvis de l'église monolithe. Alors monolithe, c'est pour l'église souterraine. Donc cette terrasse qui reçoit les cafés et les touristes lorsqu'il n'y a pas de pandémie, est en fait l'ancien cimetière paroissial de Saint-Émilion, avant qu'il soit transféré à Saint-Martin-de-Mazras après la Révolution française. Mais on est inhumé ici jusqu'à pendant la Révolution. Et c'est des éléments donc, que l'on peut voir déjà même la paroi rocheuse, qui montre qu'on avait un cimetière alors, très ancien, puisqu'ici vous avez cet arc. Je crois que je l'ai colorisé, voilà. Cet arc qui correspond à ce qu'on appelle un arcosolia, c'est-à-dire une sorte d'arc dans lequel on pouvait déposer un corps. Vous avez en contrebas ici une petite niche qui a été cassée, qui doit correspondre à une niche pour inhumer un enfant. Et ici, vous avez le départ d'une cuve funéraire qui devait être elle-même recouverte d'un arc. Donc, on a ici des aménagements rupestres qui sont antérieurs à l'église souterraine, puisque vous voyez que les fenêtres de l'église souterraine sont venues recouper tous ces aménagements-là. Donc, aménagement funéraire ancien, mais qu'on ne peut pas dater. Devant la chapelle de la Trinité, j'avais pu mener moi-même en 2001 ou 2002, je crois, des fouilles dans le cadre d'une tranchée dont vous avez ici une vue qui avait montré qu'il y avait un certain nombre de couches de tombes devant ce parvis. Donc des cuves rupestres, et puis au-dessus des coffres funéraires et puis des cercueils. Et les fouilles qu'a pu mener Natacha Sauvêtre en 2014, dont je vous ai mis ici une vue, je pense qu'elle est un peu floue, mais c'est une copie de rapport, elle a pu mettre en évidence donc, un certain nombre de tombes assez bien organisées, avec une vraie gestion funéraire, puisqu'il y a un certain nombre de rangées, donc, ce qui signifie qu'on avait mémoire plus ou moins de l'organisation des inhumations. Elle a pu donc montrer la répartition homme-femme par quelques immatures, qui en fait reflète vraiment une organisation de cimetière paroissial, avec une typologie de tombes selon les périodes, puisqu'elle a pu mettre en évidence plusieurs périodes qui vont
du XIIe jusqu'au XVIIIe siècle, donc de cercueils, de coffres bâtis, de tombes rupestres. Donc cette fouille-là a permis vraiment de documenter cet espace-là et qui atteste que toute la place, tout le parvis de l'église monolithe est un cimetière paroissial. Ce qui est intéressant autour de l'église monolithe, et je pense que Pierre Egado a dû vous en parler, c'est ces tombes rupestres, même les parois, donc on va en reparler pour les catacombes, mais surtout ces aménagements qui sont accrochés au sommet de l'église souterraine, et notamment sous l'hôtellerie de Plaisance. Donc là, vous avez une vue sur un des angles, et on voit ici la place des terrasses de café. Ces niches qui sont sur plusieurs étages ont pu être fouillées par Christian Scuyer en 1997. Il a pu mener une fouille vraiment intéressante à l'occasion de travaux sous l'hôtellerie de Plaisance dans le cadre d'un diagnostic archéologique. Et il a pu donc mettre en évidence la population d'inhumés retrouvés à l'intérieur de 22 niches. 14 ont été fouillées. Vous avez ici des vues qu'il a faites à l'époque. Et sur les 14 fouillés, il a pu prélever des éléments d'ossement pour pouvoir en faire des analyses au carbone 14. Donc déjà, on peut constater que ce sont des aménagements de petite dimension. Et il a effectivement confirmé, par l'analyse qu'a fait Valérie Delojas, l'étude anthropologique des ossements, que l'essentiel des inhumations étaient des enfants, des immatures. Quasiment les 3/4 avaient moins de 4 ans. Donc c'est là, sur un cimetière spécifique lié aux enfants, qu'on peut considérer peut-être comme un cimetière de répit, même si le terme est impropre, puisqu'on n'a pas la trace d'un sanctuaire de répit, c'est-à-dire un sanctuaire dans lequel on aurait des aménagements pour le baptême des enfants mort-nés. En tous les cas, voilà, un espace particulier, privilégié pour les enfants. Donc avec, dans le fonctionnement de ce cimetière spécifique, des sépultures primaires, puisque plusieurs de ces petites niches qu'on peut appeler l'oculi ne présentaient qu'un seul corps, donc des sépultures primaires. D'autres, par contre, avaient servi à plusieurs inhumations. Dans l'une des sépultures, il a trouvé 7 sujets immatures. Et puis donc évidemment des réemplois, c'est-à-dire que c'est des niches qui ont servi à plusieurs reprises parfois. Élément important, c'est qu'en fouillant ces tombes, il a pu constater qu'un remblai était venu sceller ces aménagements entre la fin du XIIIe et la première moitié du XIVe siècle, donnant une phase d'abandon, si vous voulez, de cet espace-là. Et les datations C14 que j'évoquais ont indiqué que les premières inhumations, en tous les cas celles qu'il a pu faire dater, remontaient à la première moitié du XIe siècle, avec certaines plutôt datées du milieu du XIIe siècle. Donc un fonctionnement sur un siècle et demi environ, voire 2 siècles. Ce qui montre qu'on a une occupation dès le XIe siècle autour de l'église souterraine. Alors cette église souterraine, j'en viens, mais très rapidement, juste pour vous présenter les principaux espaces de manière schématique. J'avais été amené donc à l'étudier, je pense que Pierre Egado a dû vous en présenter déjà les principaux enjeux, mais simplement pour évoquer la question funéraire au sein de ce monument. Donc vous avez l'église souterraine ici, ce grand espace qui est venu donc évider un grand volume rocheux et qui est venu recouper des aménagements antérieurs qui sont ce qu'on appelle les galeries de catacombes, donc cette galerie C, la galerie A, et puis d'autres espaces qui correspondent à ce qu'on appelle des chambres, des cubiculums, E, F, G, l'espace E étant devenu l'ermitage de Saint-Émilion, rebricolé, retransformé, on va dire, au XVIIe siècle. Cet espace A, on suppose une extension, même si cela n'est pas avéré, sous la chapelle de la Trinité, dans ce grand rectangle-là, en raison d'éléments que je vais vous montrer. Et puis, on a un monument vraiment particulier, qui est cette rotonde, sur lequel je vais revenir. Donc, j'en viens, à travers les photos, à vous évoquer ces différents aménagements. Donc, l'église souterraine en elle-même, je ne vais pas vous faire un long discours sur cette église, ça demanderait une conférence en elle-même. Mais vous avez ici donc le couloir d'accès et vous devinez ici un cordon d'imposte, on voit très nettement, qui est recoupé par des arcs qui sont une sorte d'enfeu. On voit ici un enfeu qui vient recouper, donc qui montre que cette église souterraine, on peut la présumer de la fin du XIe, début XIIe siècle. Elle se situe par là et on a donc des enfeux qui viennent la recouper, donc qui sont soit du XIIe, soit un peu plus tardifs. Des fouilles ont pu avoir lieu dans ces espaces-là, donc j'ai pu moi-même en faire, ainsi que Natacha Sauvette. Et donc la plupart des tombes sont des tombes soit récentes, hein, entre guillemets, c'est-à-dire d'époque moderne, soit des tombes médiévales. Des aménagements spécifiques que j'évoque rapidement, parce que j'y reviendrai un peu plus loin, ce sont donc des litres funéraires que l'on voit sur les piliers de l'église souterraine, qui montrent bien
la fonction funéraire de cet espace souterrain, mais qui a accueilli beaucoup de tombes. Une dédicace aussi, alors qu'on ne voit plus aujourd'hui parce que le frétage empêche de la lire. Là, je vous ai mis une photographie du corpus des inscriptions médiévales, donc qui indique la dédicace, la date, mais pas l'année, malheureusement, et une dédicace en l'honneur de Saint-Émilionis, qui est marquée en bas de la dédicace. Elle est datée par le style d'écriture de la fin du XIe, début du XIIe siècle, ce qui confirme la chronologie proposée par l'étude archéologique de ce monument. Les fouilles que moi-même j'ai pu mener avant les mises en place des frétages, et c'est d'ailleurs par ce canal-là, lorsque Pierre Egaldo, alors ingénieur d'études au SRA, avait été alerté de la découverte d'ossements, que j'ai été missionné sur ce dossier, et c'est un peu comme ça que j'ai mis les pieds dans les problématiques des édifices rupestres. Donc les tombes que j'ai pu être amené à fouiller étaient essentiellement des tombes d'époque moderne, recreusées dans le plancher rocheux, puisque cet espace a été très densément investi par le cimetière d'époque moderne. On inhumé, on a les registres paroissiaux qui sont conservés pour la fin du XVIe siècle à Saint-Émilion, et on a de nombreuses mentions d'inhumation tout au long de l'époque moderne à l'intérieur de l'église souterraine. Donc vous avez ici quelques vues de ces fouilles. Et puis je termine pour juste évoquer rapidement donc le côté funéraire et le côté rédempteur de cette église à travers le portail sculpté du XIIIe siècle, où on voit sur le registre inférieur du jugement dernier les morts qui sortent de leur tombeau. On voit que ce sont des cuves funéraires avec des couvercles. Ici, à l'extrémité gauche, on voit notamment un tombeau qui est festonné, élément qu'a pu retrouver Natacha Sauvette sur un des piliers de l'église de la Madeleine que je vais évoquer rapidement tout à l'heure. Sur les catacombes, là, c'est vraiment l'un des enjeux à venir de la réflexion sur les cimetières de Saint-Émilion et leur origine. Donc Pierre Egaldo a dû l'évoquer, peut-être, je ne sais pas, mais un projet de recherche a été déposé à la DRAC de manière à pouvoir relancer les réflexions sur ces parties-là, à l'initiative de la commune de Saint-Émilion, qui souhaite pouvoir documenter davantage ces espaces qui jusqu'à présent étaient privatisés, même s'ils étaient ouverts au public. Donc des fouilles sont envisagées et une reprise de l'ensemble des études que j'avais pu mener à l'époque, mais j'étais encore bien jeune, à l'aune notamment des nouvelles connaissances qu'on a pu acquérir sur ce type d'édifice, devrait permettre de lever le voile sur bien des questions qu'on se pose encore, notamment sur la chronologie et le fonctionnement de ces espaces. Donc, juste rapidement, on a des sortes d'arcs qu'on peut appeler arcosolia, creusés de cuves funéraires, alors avec différentes typologies, des disques circulaires parfois positionnés au centre du tableau, qui pourraient avoir reçu des décors de bois ou des peintures. Tout ça est très difficile à dire. On retrouve des petites niches pour les enfants. Donc, on voit des espaces qui sont indifférenciés au niveau des populations inhumées. Est-ce que ce sont des espaces privilégiés ? On peut difficilement le dire pour l'instant, puisque la plupart des cuves ont été fouillées probablement dans les années 30, voire peut-être à des périodes plus anciennes. En tout cas, on n'a plus aucune tombe dans les cuves. Par contre, vous voyez ici, dans l'espace où circulent les touristes, là, il y a du potentiel archéologique. Donc, c'est un des enjeux à venir, de pouvoir essayer de mieux comprendre ces parties souterraines, d'autant qu'on envisage que derrière ces gros piliers réservés dans le rocher et derrière ces murs de bouchage, il y ait d'autres travées qui subsistent et où les sols n'auraient pas été touchés par des fouilles anciennes. On voit ici un placard qui montre bien qu'on a des espaces liturgiques, des aménagements liturgiques. Donc peut-être, pour envisager ici, une première église de Saint-Émilion, sachant qu'on est dans la partie, a priori la plus ancienne, mais de datation indéterminée jusqu'à présent. Le seul élément datant qui avait été retrouvé dans ces catacombes, c'est cette stèle, cette plate-tombe, avec une inscription qui a fait Flores, puisqu'elle avait été datée du début du XIe siècle, et finalement une nouvelle critique historique et historiographique par Cécile Tréfort a montré qu'on était sur une stèle du milieu du XIIe siècle et que le nom de Saint-Émilion qui était censé y figurer n'y figurait pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été revu lors du colloque sur Saint-Émilion dont je vous présente l'ouvrage, dans lequel plusieurs d'entre nous qui ont fait des cours publics ont présenté des travaux, qui a montré donc que cette stèle n'était pas du tout du XIe siècle.
Mais on peut espérer que dans les fouilles permettront d'en trouver d'autres avec d'autres inscriptions. Alors j'en viens rapidement à cette chapelle funéraire, qui est un édifice de plan circulaire, on dit de plan centré, où subsistent encore 3 piliers, mais il y en avait 6 au total. Et on a un décor autour d'un puits central, un décor de personnages sculptés, je crois que j'ai une vue un peu mieux, voilà, qui sont des sortes d'orants, c'est-à-dire des personnages les bras écartés en prière, et qui sortent de réceptacles que l'on pourrait croire être des tombeaux, et qui en fait sont des braseros. Ce sont des sortes de fours, et on devine très mal sur ma photo, mais on devine ici des pointes de diamants qui correspondent à des flammes, en fait, un motif qui symbolise des flammes. Je crois que j'ai une vue un peu mieux d'un des personnages. Celui-ci, par exemple, avec une barbe bifide. On voit ici ces pointes de diamants qui symbolisent les flammes. Et en fait, ça renvoie à une représentation très ancienne qu'on trouve notamment à Rome dans les catacombes. C'est le passage du livre de Daniel des 3 Hébreux dans la fournaise. Nabuchodonosor avait demandé à ces 3 personnages, ces 3 Hébreux, d'abjurer le monothéisme et prier les dieux païens, et ils ont refusé, et donc ils ont été jetés dans un brasero et brûlés vifs. Et c'est en fait un symbole de la résurrection, de ne pas expier, de conserver sa religion monothéiste, était considérée au Moyen-Âge comme une solution du salut, de la résurrection. Et on le retrouve notamment au Xe siècle, où le thème revient très en vogue, notamment à travers les Béatus. Donc celui, je vous ai mis là ici une vue du Béatus de Ljubljana, qui est du Xe siècle, on en trouve un certain nombre, et dans le Béatus de Saint-Sevé, qui est très connu, on retrouve aussi une représentation de ce brasero. Donc vous avez ici une sorte de maison, on voit très bien le puits ouvert au sommet de cette maison avec les flammes, et les 3 personnages en orant. Alors ici un ange, là à Rome c'est une colombe, mais qui montre que l'âme est sauvée et monte vers le Christ. Donc ici on a la même chose à Saint-Émilion, ce qui est un thème très archaïque, puisque cette rotonde, jusqu'à présent, je la positionnais contemporaine de l'église souterraine. Mais il faudra sans doute revoir sa chronologie, et c'est tout l'enjeu du réexamen des catacombes, de la stratigraphie du creusement, de voir précisément à quelle époque elle se situe, si elle est du XIIe ou si elle ne pourrait être plus ancienne. Ce thème des orants, on le retrouve sur une peinture plus tardive, sans doute du XIIIe ou XIVe siècle, sous un des enfeux de l'église monolithe, dont on voit ici très abîmé malheureusement, qui sort d'une sorte de mandorle, un personnage dont la tête est ici, et on voit les bras qui sont levés vers le ciel avec les mains ici et ici. Donc vous voyez que ce thème était encore réinterprété, mais était encore de vigueur au XIIIe, XIVe siècle. J'en viens maintenant, et je sors de la cité, au sanctuaire qui se situe extramuros, notamment Saint-Martin-de-Mazras. Alors, c'est une église qui a été étudiée récemment par Christian Gansbeitel, donc qui a fait un peu le point sur la chronologie du sanctuaire. Donc, je ne vais pas y revenir. Donc, je vous renvoie, là aussi, je l'avais préparé, à la Société archéologique de Bordeaux. C'est l'année 2016 pour l'article de Christian Gansbeitel. C'est une église donc, qui est datée de là, juste une vue du cimetière actuel de Saint-Émilion, donc qui est le cimetière dans lequel se font désormais les inhumations aujourd'hui, qui on voit déjà à plusieurs extensions, on voit très nettement l'extension, donc je crois que c'est les vignes du château Bel-Air, non pas Bel-Air, Clos-Fourté, je crois, qui risquent d'être un jour expropriés pour gagner au niveau du cimetière, à moins que la mode en vienne au columbarium. On verra ça dans quelques années. Donc c'est une église dont le portail roman se situe d'après la sculpture et d'après l'avant-corps, on est dans des typologies d'édifices de la fin du XIe. La coupole sous clocher, elle aussi, est quelque chose d'assez particulier. Donc Christian Gansbeitel a pu montrer qu'on retrouvait ça sur certains monuments, notamment charentais, et situe ça de la même manière autour de l'an 1100. Et le chevet en lui-même, avec sa couronne de modillon, de la même manière, se situe dans les fin 11e, début 12e siècle. La chance que l'on a à Mazras, c'est qu'on a une dédicace, mais on a aussi la malchance de ne pas non plus avoir le millésime. Vous avez ici la dédicace qui se trouve dans le chevet, dans cette partie du chevet, le 18 des calendes de janvier, dédicatio Beati Martini, donc dédicace à Saint-Martin, puisque l'église est dédiée à Saint-Martin. Une dédicace qu'on peut trouver très tôt,
comme aussi après l'an 1000, on a plusieurs sanctuaires qui sont dédiés à Saint-Martin. On a une vogue à ce moment-là. Donc, il n'y a jamais eu de fouille pour l'instant à Saint-Martin-de-Mazras, malheureusement. Donc, on ne sait pas précisément s'il peut y avoir un sanctuaire pré-roman sous cette église de la fin du XIe, début XIIe. Mais cela dit, c'est intéressant, cette dédicace et l'architecture de ce monument, puisqu'on peut le rapprocher d'autres édifices dans l'archiprêtré d'Entre-Dordogne, notamment l'église de Parsac, qui est sur la commune de Montagne, où on retrouve un peu la même typologie d'édifices, avec là aussi une dédicace. Alors vous m'excuserez de la photo, elle est de mauvaise qualité, mais on a aussi une dédicace qui est sur le même formulaire que celui de Saint-Martin-de-Mazras, mais sans le millésime non plus, qu'on peut rapprocher aussi de l'église de Saint-Sulpice de Falérins, donc église dont je vous ai indiqué tout à l'heure que sous le chevet et la nef, on a retrouvé des tombes d'époque mérovingienne, donc du 6e, 7e, 8e siècle, avec des édifices antérieurs à cet édifice roman, donc reconstruit très probablement lui aussi à la fin du 11e, début 12e siècle, avec cette dédicace qui elle aussi est datée par l'épigraphie de la fin du 11e, début 12e siècle. Alors là non plus, nous n'avons pas le millésime. Donc, un travail que j'avais essayé de mener, mais qui n'a pas abouti, était d'essayer de voir si les jours pouvaient coïncider avec des dimanches, puisque la plupart du temps, par disons l'habitude du clergé à cette époque-là était de faire les dédicaces des sanctuaires les dimanches, ça aurait pu permettre de détecter les dates, mais malheureusement ça donne plusieurs possibilités et il n'est pas sûr aussi que les dédicaces soient faites les dimanches. Ça aurait pu être fait aussi n'importe quel autre jour de la semaine. On profitait parfois du passage de l'archevêque pour faire la dédicace. Donc ça n'a pas donné de résultat, mais en tous les cas on voit que ces trois sanctuaires, j'aurais pu en mettre d'autres, ont été établis, ont été reconstruits, en tout cas, ou construits des nouveaux, entre la fin du XIe et début XIIe siècle, moment où on voit qu'effectivement la cité de Saint-Émilion émerge. Donc on a une vraie politique d'organisation des paroisses et des sanctuaires à ce moment-là, et ça coïncide avec la reprise en main de la cité de Saint-Émilion par les archevêques de Bordeaux. J'en viens maintenant à la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine et au plateau qui a fait l'objet de fouilles importantes par Natacha Sauvette depuis plusieurs années. Donc je vais présenter rapidement quelques informations parce que là aussi ça pourrait faire l'objet d'une communication en tant que telle. La chapelle Sainte-Madeleine telle qu'on l'en voit aujourd'hui est une chapelle de la fin du XIIe siècle qui se situe sur la propriété du château Ozone. Et le sanctuaire en lui-même est établi sur un cimetière qui avait été dégagé en 1904. On a ici une carte postale d'Henri Guillet qui montre les fouilles faites à l'occasion d'un défonçage pour plantation de vignes. Donc on voit un coffre avec une caisse avec des ossements et puis un certain nombre de dalles retournées. À cette occasion a été retrouvée une pierre inscrite du XVe siècle d'après le style épigraphique, avec l'inscription qu'on peut lire « Vous qui par ici passez, priez Dieu pour les trépassés », donc qui montre bien le côté funéraire du champ sur lequel elle devait être fichée. Donc le travail de Natacha Sauvette a été d'essayer de comprendre la topographie funéraire de l'ensemble de ce plateau qui a été recoupé par des carrières qui sont anciennes et qui sont certaines antérieures à l'investissement funéraire, puisqu'on le voit par exemple ici, dans ce front rocheux là, au-dessus du ventilateur. Vous avez ici cette encoche là qui correspond à une tombe, et là on retrouve des petites tombes d'enfants, ce qui montre qu'on devait avoir un sol de circulation à cette hauteur-là à un moment donné, qui a été redécaissé ensuite par des carrières plus récentes. Vous avez la chapelle dite de Sainte-Madeleine, en dessous de laquelle, sous ce mur, on a un espace creusé et voûté, sur lequel je vais revenir. Donc je vous montre juste ici, voilà, je reviens en arrière, pardon, cet espace-là correspond à la photo que je vous montre ici, donc qui est sans doute une tombe. On a ici une petite croix qui est sculptée à même la niche, donc il n'y a plus rien à l'intérieur, mais on peut imaginer qu'un corps y était déposé. Ici, une vue orthophotographique qui a été faite en 2012 dans le cadre de l'étude qu'avait menée Natacha Sauvette, dont on voit donc la coupe de la chapelle de Sainte-Madeleine, avec en dessous cet aménagement un peu en hémicycle, recreusé d'une carrière plus tardive, mais sur cette paroi courbe ici, un décor peint étudié par Michel Gabory, qu'elle a publié, j'ai fait de la pub pour les bouquins, dans cet ouvrage-là, des histoires et des couleurs. Elle a pu montrer qu'on avait une représentation du jugement dernier avec une adoration de la Vierge ici, et un détail intéressant, un pèlerin de Saint-Jacques à cet endroit-là.
tout ça, ce décor, elle l'a daté du XIVe siècle. Et les fouilles qu'a menées Natacha Sauvêtre n'ont malheureusement pas permis d'atteindre le fond de l'aménagement, mais on est sans doute là sur un espace funéraire particulier au-dessus duquel la chapelle de la Madeleine a été construite. Une sorte de chapelle funéraire avec une mémoria, c'est-à-dire un espace pour une tombe privilégiée. Malheureusement, on n'a aucune source documentaire qui permet d'aller plus loin sur cet espace-là. À 200 mètres au nord, Léo Drouin avait signalé l'existence d'une maçonnerie qu'il avait interprétée comme une ancienne église, l'ancienne église Sainte-Marie de Fussignac. Alors Fussignac, c'est un toponyme qui avait été avancé par on appelle ça les moines maurices, c'est-à-dire les premiers historiens de Saint-Émilion qui avait rassemblé les premiers textes sur la cité, avait rassemblé un document indiquant qu'il était mention d'une église qui avait été rasée par les Sarrasins, dite Sainte-Marie de Fussignac. Et en fait, c'était une mauvaise lecture d'un document qui avait été retranscrit et qui concernait un prieuré de Fustignac dépendant de l'abbaye de Lezat. Et par confusion, ils avaient attaché ce toponyme Fussignac à Saint-Émilion. En fait, il n'y a jamais eu de toponyme Fussignac à Saint-Émilion, c'est une erreur de copiste. Mais par contre, ce bout de mur qu'avait vu Léo Drouin, Natacha Sauvêtre a pu le dégager en 2012. Il a été retrouvé ici, avec ici l'intérieur de l'abside, abside très particulière, puisqu'elle est terminée par une sorte d'exèdre rectangulaire dont on ne comprend pas très bien la fonction liturgique. Est-ce que c'est pour aménager un autel particulier ou un autre espace? En tout cas, en l'état, l'édifice est trop ruiné pour bien comprendre, mais un aménagement que l'on peut dater du XIIe siècle par l'architecture et notamment le décor des bases de colonnes situées à l'extérieur, et qui a amené Natacha Sauvêtre à engager des campagnes de fouilles programmées sur l'ensemble du plateau de la Madeleine. Donc, première campagne qui lui ont permis de dégager un certain nombre de tombes à l'est de ce bout de mur. Donc, vous avez ici la restitution de cette première église en 2012, telle qu'elle en l'état des connaissances à ce moment-là. Fouille qui avait été motivée notamment par un diagnostic archéologique mené par Christian Scullet. Vous avez ici ces tranchées où il avait mis en évidence le cimetière. Et donc, il montrait qu'on avait une très grande étendue funéraire entre la chapelle de la Madeleine ici, les quelques tombes qui sont encore visibles, cet espace ici devant l'entrée du château d'Ozonne, cette église qu'avait vu Léo Drouin dont on a pu retrouver le plan, et puis l'ensemble du plateau sur lequel se tenaient à la Révolution française les réunions publiques. Et c'est à ce moment-là probablement que ce cimetière a été désaffecté. Donc les fouilles qu'a entrepris Natacha Sauvêtre ont constitué à fouiller le devant de la façade de l'église, et elle a mis en évidence, donc ici c'est un plan plus récent, un avant-corps, c'est une sorte de grand bâtiment quadrangulaire, une sorte de porche si vous le préférez, et puis un bas-côté à l'église. Donc plusieurs phases chronologiques d'aménagement de ce sanctuaire, mais ce qui vraiment fait l'originalité de sa fouille, c'est cet espace ici qui a été investi par des tombes en grande quantité. Et donc, je ne sais plus à combien de campagnes il en est, mais elle doit être à 4 ou 5 campagnes maintenant. Et elle a mis en évidence avec son équipe un certain nombre de tombes qui s'échelonnent entre le XIe siècle et le XVIIIe siècle, puisque le cimetière a été utilisé sur la longue durée. J'avais pu moi-même mettre en avant, d'un point de vue documentaire, l'utilisation du cimetière, soit pour des pestiférés. On venait inhumer au XVIe siècle des pestiférés, des relations textuelles montrent que les chiens venaient déterrer les corps, donc ce qui avait créé un certain nombre de problèmes au sein des paroissiens. On mentionne aussi des protestants qui se seraient fait inhumer. Donc c'est un cimetière qui a visiblement été peut-être en relégation à certains moments de son histoire, mais qui, par la quantité de tombes qu'a pu dégager Natacha Sauvêtre, montre qu'on a ici affaire à un cimetière pour des paroissiens, donc probablement des habitants de Saint-Émilion ou des alentours. Malheureusement, on ne possède aucun registre paroissial sur cette église, et donc il est difficile de déterminer d'où venaient ces gens et quel était leur statut. Une des particularités de ce cimetière, c'est essentiellement ces aménagements dits pourrissoirs, qui sont des tombes dans lesquelles on a des traverses en pierre, qu'on a pu nous-mêmes retrouver à l'église souterraine, qui sont vraiment une spécificité de Saint-Émilion. Ce sont des aménagements pour la gestion de la quantité
sépultures qui arrivaient, j'imagine, au quotidien, ou en tout cas régulièrement sur ce sanctuaire. Et on a ici une gestion qui vise à déposer le corps avec une rigidité cadavérique très probablement déjà en place, et à le laisser se décomposer. Et ensuite, une fois qu'il est tombé au fond de la fosse, on en met un nouveau. Donc ça, c'est un travail que fait Natacha Sauvêtre avec Coralie Demangeot, et qui est assez fastidieux en termes de fouilles, puisque ça demande d'être très méticuleux, mais qui a permis d'apporter des datations chronologiques par des analyses C14 sur ces aménagements, notamment l'un de ces ossuaires, l'un de ces pourrissoirs, pardon, a pu être daté en tout cas le dernier inhumé, de la fin du XIIIe, fin XIVe siècle. Ça se situe par là. Donc c'est des aménagements qui peuvent tout à fait être d'époque romane et perdurer dans le temps. Voilà, j'en viens pour faire un petit récapitulatif de ce que je vous ai présenté. J'ai fait des focales, je ne pouvais pas aller trop loin, mais pour vous indiquer les enjeux désormais qui selon moi, portent sur la question du funéraire à Saint-Émilion et des paroisses. C'est déjà, on le voit, c'est les tombes qui apportent les éléments chronologiques, essentiellement sur l'organisation du territoire à travers l'investissement funéraire et la fréquentation des édifices par les cimetières. Donc, un des enjeux, c'est effectivement de dresser toute cette typologie de tombes et d'arriver à les dater, puisqu'on a pu donc mettre en évidence par les différentes fouilles qui ont été menées depuis maintenant 30 ans, des fonces en pleine terre, des cercueils en bois, des cercueils en plomb, vous en avez un ici au premier plan, des coffres en pierre, donc soit en dalle, soit avec des moellons juste exposés, des sarcophages en cuve monolithe en calcaire, des tombes creusées dans le substrat rocheux, des tombes sous en feu ou arcosolia, des pourrissoirs, bon, etc. Juste quelques petites vues pour vous rappeler tout cet ensemble de tombes différentes. Là, ce sont par exemple des couvercles. Ici, un cénotaphe peut-être qui devait être posé sur une tombe. On voit donc avec un décor très riche qu'on peut situer aux alentours du XIe siècle. Ici, d'autres tombes que j'avais pu fouiller, on a des croix taillées en relief sur les couvercles, sur des tombes rupestres. Donc des coffres bâtis en parpaing, des cuves monolithes. On a donc les tombes rupestres, ici une tombe fouillée à la Madeleine, les fameux pourrissoirs. Donc vous voyez une grande variété et avec une vraie incertitude sur ces aménagements sous arc. Donc pour l'instant, on a du mal à dater. Puisqu'il n'y a pas eu de réelle fouille menée à l'intérieur de ces cuves. Ici, on en a un qui est bâti. Là, ils sont creusés dans le rocher. Et avec des typologies vraiment particulières entre les loculi pour les enfants, des aménagements très bizarres avec une sorte de bâtière, donc qui pourrait faire penser à des choses assez anciennes. Donc voilà, tout ça, ça reste encore très incertain. Ce qui amène à se poser la question donc, comment avancer dans ces problèmes typologie, puisqu'on se rend compte qu'on est sur une période assez large, 11e, 18e siècle, en tous les cas pour ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. On n'a rien, a priori, avant le 11e siècle de certains, en tout cas de datés. Mais effectivement, on a des tombes rupestres qui paraissent beaucoup plus anciennes, et parce qu'elles sont vides de sépulture, on n'a pas pu mener d'analyse C14. Donc c'est vraiment un frein dans la compréhension de toute cette gestion funéraire. Et donc, on a besoin de recourir à des éléments comparatifs. Et c'est ce qui m'a amené, depuis maintenant bientôt 20 ans, à aller chercher cela sur d'autres monuments. Et notamment, je vous présente très rapidement ces aspects-là, parce que je vois que l'heure avance. Une fouille qui avait été menée avec Sylvie Faravel sur un petit prieuré à Langoiran, un prieuré Saint-Germain, qui est au pied du château de Langoiran. Ce sont des aménagements rocheux de tombes, des arcosolia, si vous voulez, donc qui ont été recoupés par des carrières. Donc en fait, il faut imaginer ici la galerie d'une carrière qui est venue recouper des arcs, donc ici aussi et ici aussi. Alors à l'intérieur de celui-ci, on a un couvercle en bâtière qui est très caractéristique des tombes dites mérovingiennes du Haut Moyen-Âge. On a pu fouiller à l'intérieur, c'est celui-ci, on voit encore les ossements ici en place, un des ossements a pu être daté par carbone 14 et nous a donné le 8e siècle comme datation probable. Donc probablement des tombes dites mérovingiennes, effectivement, qui se situent à cette période-là. Autre monument que j'ai été amené à étudier, c'est l'église souterraine d'Aubeterre-sur-Dronne, qui est très proche par le plan de l'église souterraine de Saint-Émilion, qui, elle, est datée du début du XIIe siècle, par notamment des tombes qui ont pu être fouillées dans cet espace ici. Et je ne sais pas si on le distingue bien, ici, vous avez un monoxyle en bois, qui est un cercueil en bois, qui lui a été daté par dendrochronologie et carbone 14 du début du XIIe siècle, qui montre bien qu'on a cet investissement funéraire qui coïncide avec les mises en service du sanctuaire.
Et on retrouve un peu la même typologie d'arcature que l'on a à l'église souterraine de Saint-Émilion. Mais on est là début XIIe siècle, donc ça ne nous donne pas d'informations réellement sur la genèse de ce type d'édifice. D'autant que Aubeterre est peut-être une copie, une imitation de Saint-Émilion. Donc j'ai été amené à aller un peu plus loin, et là en ce moment je travaille sur l'église, l'abbaye de Saint-Roman à Beaucaire. Donc on est dans le Gard, on est vraiment dans le sud de la France, qui est un édifice qui est constitué d'une sorte d'éperon rocheux qui a été retaillé de toutes parts. On a dressé des parois rocheuses pour le fortifier, si vous préférez, et tout le plateau a été investi de tons, on les distingue ici. Donc on a tout un ensemble de cimetières qui sont organisés autour d'édifices qui ont disparu, qui étaient probablement élancés là où on a les arbres, et avec 2 sanctuaires, une première église ici et une autre sur cette partie-là. 2 églises bâties en hauteur, en élévation, mais aussi un sanctuaire souterrain, un peu comme à Saint-Émilion, où vous avez ici le reliquat d'une galerie de catacombes, si vous préférez. La paroi ici, qui faisait le symétrique de celle-ci, a été rasée par une carrière, mais on voit très bien ces arcs qui dessinent des arcosolia avec des tombes aménagées soit dans la galerie, dans le sol de la galerie, pardon, et vous voyez, elles sont toutes vides. Il n'y a plus aucun élément archéologique qui permet d'avoir des éléments de datation précis. Donc on est obligé de s'en référer à l'histoire du monument. Histoire du monument qui est un peu mieux connue qu'à Saint-Émilion, puisqu'on est, on est en Provence et en Languedoc, et on a un certain nombre de sources documentaires qui remontent assez loin dans le Moyen-Âge, notamment dès le 8e, 9e siècle. On a des sources qui documentent cette région, et on se rend compte qu'on est sur un espace qui était autrefois de la dépendance des archevêques d'Arles. On a la première mention de cette abbaye Saint-Roman au milieu du Xe siècle, où l'archevêque d'Arles dit clairement que c'est son abbaye, c'est à lui, sa propriété. Et donc, on peut, par ce biais-là, documenter un peu mieux l'histoire de cet édifice, qui a des éléments très, très comparables avec Saint-Émilion. C'est pour ça que c'est un monument très intéressant, et la comparaison entre ces 2 sites va permettre d'avancer, je pense, en termes de chronologie. Puisque là, on est sur un espace qui a été donc investi par les archevêques d'Arles, et qui ont voulu très probablement imiter ce qu'ils ont vu à Rome, puisque Arles, à un moment donné de son histoire, a voulu être siège primatial, et s'est vraiment inspiré de tout ce qui pouvait venir de la papauté romaine. Et il est probable qu'on ait voulu ici imiter ce que l'on voyait dans les catacombes romaines, puisque cette abbaye dédiée à Saint-Romain possède dans son environ immédiat 2 autres sanctuaires. L'un est rupestre, dédié à Saint Sixte, qui est un pape du milieu du IIIe siècle, et l'autre à Saint-Laurent, qui est le diacre qui a été martyrisé en même temps que Saint Sixte. Et il se trouve que Saint-Romain est le soldat qui est celui qui avait emprisonné Saint-Laurent. Donc on a des dédicaces de sanctuaires là, qui sont très proches, et qui peuvent renvoyer à des éléments sur la vogue d'un culte, très probablement soit entre les 6e et 7e siècles, soit plus probablement aux alentours du Xe siècle, puisque c'est à ce moment-là aussi qu'on voit le déplacement des reliques de Saint-Laurent et de Saint-Romain dans la région. Dans cette région provençale, on a d'autres monuments de ce type, par exemple le prieuré de Carluc, qui lui est bien documenté aussi par les sources documentaires du début du XIe siècle, où on a ces aménagements de tombeaux rupestres. Donc on n'est pas tout à fait sur la même typologie qu'à Saint-Émilion, mais on est dans les mêmes contextes de vouloir s'installer dans des parties souterraines. Donc ça renvoie très probablement à une mode dont Saint-Émilion a pu s'inspirer. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Alors on peut aller chercher un peu plus loin, bien sûr. Je suis, comme disait Pierre Regado tout à l'heure en introduction, j'ai même été amené à travailler à Jérusalem. Donc ici, je vous ai mis une tombe du 1er siècle. On voit très bien qu'on est sur des arcosolia dits antiques, de tradition antique, qu'on pourrait tout à fait retrouver dans l'arcosolia de Saint-Émilion. Mais on est, vous voyez, sans doute avec un grand écart de siècle. Très probablement aussi, Rome a pu servir de modèle, comme je l'évoquais, avec ses loculi. On a l'impression d'avoir presque les mêmes à Saint-Émilion pour les tombes d'enfants. Et donc, ça renvoie à une des questions que j'évoquais tout à l'heure en introduction, sur la question des dédicaces des sanctuaires, puisqu'il y a peut-être un travail maintenant à reprendre sur la vogue des cultes, et notamment se préoccuper d'une hypothèse à envisager, d'une imitation à Saint-Émilion de ce que l'on avait pu voir à Rome à travers un pèlerinage,
qu'aurait pu faire l'archevêque de Bordeaux à l'époque ou peut-être des laïcs de la région. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Saint-Laurent-de-Mérin, Saint-Hippolyte, donc Saint-Hippolyte qui est le geôlier qui a enfermé Saint-Laurent et qui l'a martyrisé, donc ces deux dédicaces sont très proches et sont associées très souvent. Et donc il n'est pas improbable que l'on ait ici la volonté de marquer un lien avec Rome, peut-être parce qu'un transfert de reliques s'est fait à un moment qui reste à déterminer, à un moment de l'histoire qui reste à déterminer. Mais on serait un peu dans le même schéma que ce que j'ai pu mettre en évidence à l'abbaye Saint-Romain de Beaucaire. Voilà, les deux autres toponymes, hagiotoponymes qui renvoient aux catacombes de Rome, c'est Saint-Genès et Saint-Félix, bien que ces deux saints puissent aussi correspondre à des saints gaulois. Voilà, je crois que j'en ai fini, simplement pour vous dire que les pistes de recherche qui restent à aborder, c'est la fouille des catacombes de Saint-Émilion. Donc là, c'est un dossier qui est en cours. Donc j'espère qu'il aboutira. Où on s'est réunis à plusieurs, donc Christian Scuillier, Natacha Sauvette, Pierre Egaldo, Frédéric Boutoul, on est tous impliqués dans ce dossier-là. Les fouilles, bien sûr, des pourrissoirs que mène Natacha Sauvette qui apporte des informations intéressantes sur la gestion funéraire. Donc ça, c'est une problématique très intéressante qui reste à développer encore. Il y a la question donc, de l'épiscopat gallican, c'est-à-dire français, pour les périodes médiévales, bien sûr, hein, dans l'adaptation de la liturgie romaine. Est-ce qu'on est vraiment dans ces hypothèses-là de vouloir imiter peut-être des modèles funéraires romains et une liturgie particulière romaine? Ça, c'est des choses qui restent à creuser, puisqu'on se situe dans le courant du XIe siècle, au moment de la réforme grégorienne. Il n'est pas improbable que Rome ait servi vraiment de modèle dans la liturgie quotidienne, mais aussi pour les inhumations. Et puis, bien sûr, il reste encore à rechercher ces traditions de nécropole souterraine en France. Donc, j'ai évoqué l'abbaye Saint-Romain sur lequel je travaille. Il y a Saint-Cybar d'Angoulême aussi, où là, vous avez une petite vue de l'ermitage de Saint-Cybar, où on a là aussi des arcosolia qui ne sont pas datés, n'ont jamais été étudiés, qui mériteraient d'être repris, puisqu'on a des sources documentaires anciennes pour Angoulême. Le prieuré de Carluc, qui doit faire bientôt l'objet d'une étude, etc. D'autres monuments qui permettront de documenter l'histoire de Saint-Émilion et de ses tombes anciennes à travers d'autres examens comparatifs. Voilà, je vous remercie. Oui, d'abord, merci beaucoup Jean-Luc, c'était très bien, très intéressant. Et on voit bien là tout l'avantage de tisser des liens avec d'autres sites comme ceux de Saint-Romain, là, où il y a vraiment des choses à creuser. Et du côté de Rome, c'est vrai que bon, on pense plutôt aux horizons hiérosolymitains, donc la Terre Sainte, mais Rome, là, il y a des choses à creuser, d'autant que à la même époque, un des vicomtes de Castillon s'appelle Pierre, donc le frère d'Olivier dont je parlais la dernière fois, et on sait que là, il y a une forme de lien là qui est assumé délibérément par ce type de choix, d'autant qu'en plus celui d'Olivier, lui, nous renvoie à une geste carolingienne qui est un autre univers, quoi. Donc là, il y a des liens aussi à creuser. J'avais juste une remarque à faire. Bon, c'est vrai que sur Notre-Dame de Mazarat, tu as bien fait de pointer l'attention sur cet édifice, qui est vraiment un édifice oublié sur les travaux concernant Saint-Émilion. C'est bien dommage, d'autant qu'en plus, il est un petit peu à l'instar de tout ce que l'on fait sur ces périodes-là, qui sont des périodes anciennes, très mal documentées, aussi environnées de pas mal de traditions difficiles à vérifier, dont celle de cette donation que tu as évoquée, d'Aliénor d'Aquitaine. C'est vrai que c'est toi qui avait à l'époque découvert, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais bon, pour le coup, c'est toi qui l'avais remarqué en fouillant dans les papiers de Baluse, si je me souviens bien, cette allusion à une donation d'Aliénor d'Aquitaine qui portait aussi sur, si je me souviens bien, la cure de Sainte-Terre, donc oui, la paroisse voisine, et qui pose du coup des questions parce que on ne peut pas recouper ces notes que Baluse avait prises avec des éléments du Chartrier, puisque le Chartrier a disparu. Voilà, donc les seuls éléments qui restent, c'est quelques copies. Et ils n'ont pas copié cette donation-là. Bon, alors c'est déjà en soi un premier problème. Le second problème, c'est qu'on n'a pas de mention d'Aliénor dans l'obituaire de Saint-Émilion. Alors bon, on a quand même un obituaire là, qui a été édité dernièrement par Françoise Héléné. Donc c'est ce nécrologe qui présente la liste
de toutes les intentions de prière que la communauté canoniale, à l'époque où c'était des Augustins, avait donc en remerciement des donations qui avaient été faites en leur bénéfice. C'est quand même un problème qu'une personnalité aussi prestigieuse ne figure pas dans un obituaire parmi les listes de ceux qui bénéficient d'intentions de prière en rémunération d'une donation par ailleurs. Donc, en soi, ce n'est pas un élément qui va à l'appui de la véracité de cette donation-là et qui va plutôt à l'appui de l'existence d'une espèce d'attribution plus ou moins légendaire en faveur de ce personnage tout à fait remarquable, comme on en rencontre par ailleurs, puisque pas mal de localités, bon, je pense à Belin par exemple, voilà, invoquent des donations de cette personnalité tout à fait prestigieuse et qui ne sont fondées sur rien. Voilà, on voit bien. Oui, c'est pour ça que j'ai préféré être prudent là-dessus. Oui, mais je vois bien. Après, bon, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir que cette tradition d'une donation d'Aliénor d'Aquitaine est ancienne. Au moins, elle remonte au XVIIe siècle. Elle est peut-être plus ancienne que ça. Et dans l'histoire de toutes ces traditions attribuées à elle, on n'en a pas d'aussi ancienne, en tout cas non fondée, et qui relève d'une popularité voilà, de son histoire, de cette personnalité. Et ce qui ne va pas non plus dans le sens d'une éventuelle damnatio memoria. Bon, alors, on peut imaginer que la donation a été faite à l'époque du vivant, à l'époque donc où elle était en couple avec, elle était mariée à Louis VII, puis ensuite le divorce arrive, et puis vu qu'elle se remarie avec Henri II Plantagenet, donc il y aurait pu avoir une espèce d'effacement de la mémoire de cette donation au titre bon, de la volonté de faire table rase d'un passé que l'on voulait oublier lorsqu'elle était reine de France. Mais ce n'est pas un scénario qui fonctionne non plus parce qu'il y a une donation qui a été conservée d'elle et de Louis VII et qui a été conservée dans le cartulaire de Sainte-Croix de Bordeaux, qui porte sur l'église de Lignan, en l'occurrence, à l'époque où il y avait un monastère qui a avorté. Donc ce scénario ne tient pas non plus. Donc là, on est vraiment sur une tradition qui est extrêmement délicate. Alors intéressante pour l'histoire de la mémoire, pour l'histoire de la tradition, pour l'histoire de la mémoire de cette personne. Mais en revanche, sur les origines même de Notre-Dame de Massora, c'est un peu fragile, quoi. C'est même très fragile. À mon avis, il ne faut pas trop s'aventurer sur cette piste-là. Voilà. Après, bon, il me semblait que sur la question de la méthodologie des démembrements paroissiaux à partir de paroisses matrices, aujourd'hui, on en est revenu quand même pas mal, il me semble. Là, je vois bon, tout un tas de travaux qui ont été faits sur la territorialisation de la paroisse, pour constater que la territorialisation des paroisses, en règle générale, ça vient assez tard, dans cette espèce de spatialisation du sacré que l'on voit voilà, entre le 8e et le 12e, voire 13e siècle, et qu'on ne comprendrait pas pourquoi, en fait, les espèces de grands ensembles paroissiaux ou pré-paroissiaux ou proto-paroissiaux de la fin de l'Antiquité auraient comme ça duré et traversé les siècles au point de se trouver être démembrés progressivement. Bon, selon un scénario qu'on connaît bien, toi et moi, puisque effectivement, c'était une manière de voir les choses qui a été très, très intéressante à une époque, mais parce qu'en fait, le territoire correspond à un usage qu'on en fait. Par exemple, le diocèse, bon, voilà, à un moment donné où ça correspond à l'usage qu'en fait l'évêque, et tant que la dîme, qui est en fait une création carolingienne en quelque sorte, hein, tant que la dîme n'est pas là, il n'y a pas de raison d'installer un territoire, une aire de prélèvement autour d'un lieu de culte. Voilà. Et donc il y a des lieux de culte, c'est clair, l'archéologie le montre bien, depuis l'Antiquité, mais autour d'eux, il n'y a pas d'aire de prélèvement. Il y a donc des gens qui résident dans cet environnement. Quant au rite qui attache un habitant à un desservant, par exemple, comme les rites de pénitence, c'est quelque chose qui se met en place à l'époque carolingienne, pour ainsi dire. Pour ce qui est après de l'obligation d'inhumation auprès d'un lieu de culte, bon, on sait que c'est des choses qui arrivent aussi assez tard, quoi. Même si, bon, dans la variété des usages funéraires, on voit des choses qui ressemblent à des inhumations près des lieux de culte dès le Moyen-Âge, mais il y a d'autres formes d'inhumation à cette époque. Donc, on a plutôt l'impression voilà, qu'il y a plusieurs lieux de culte et qu'à un moment donné, bon, il y a une forme de territorialisation qui s'exerce,
mais de façon assez tardive quand même, pour le coup. Hein. Disons, je ne sais pas, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est au 11e, 12e, en tout cas au XIIIe siècle, les choses sont achevées, c'est clair. Oui. Non, mais c'est certain que ça se situe entre les 11e et 12e siècles, mais la méthode qu'avait mis au point Marquette permettait malgré tout de poser des questions sur la chronologie d'arrivée des sanctuaires, même si on n'avait pas forcément le ressort paroissial. Oui, mais bon, ça reste des raisonnements qui permettent en fait de poser des questions et d'essayer de voir jusqu'où on peut aller de toutes les façons. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à démontrer. On est bien d'accord. Sur le site de la Madeleine, qui est passionnant, qui a été fouillé par Natacha, on a en particulier, alors ça ne vous surprendra pas, mais moi l'architecture du bâtiment qui enserre toutes ces tombes pourrissoires m'interroge beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres exemples de bâtiments qui soient accolés comme ça à l'église, donc côté ouest, qui est accolé au portail, qui était probablement couvert? Il ne semble pas que ce soit un simple mur d'enceinte, mais plutôt les murs d'un bâtiment, pour concentrer autant de sépultures, alors qu'on est devant le portail, donc il faut traverser cet espace pour accéder à l'église. Est-ce qu'on a d'autres exemples et cette architecture m'interroge beaucoup. Oui, il faut le prendre dans l'évolution. Natacha. Mais, pour le moment, on est en train de les chercher, ces exemples, et j'en ai pas à donner sous la main. Aussi grand, ça fait du 10 mètres de long pour 8 mètres de large. C'est quand même une très belle construction. Les pourrissoirs viennent après, parce qu'ils endommagent les piliers. Il faut imaginer une sorte de porche ou de halle qui vraiment est appliquée contre la façade primitive de l'église. Et on le date là, à l'heure actuelle, avec les différentes analyses, fin 12e, début 13e. Voilà, pour le moment, pour le porche. Mais je n'ai pas d'exemple comparatif pour le moment, et ça, c'est bien embêtant. C'est très intéressant. Et probablement, Natacha, si je me souviens bien, une clôture à un moment qui suppose qu'il n'y a plus de... Voilà. Tous les passages en fait vont être murés, et grâce à la datation, c'est pour ça que j'ai commencé à sortir mon petit plan pour compléter ça. Le dernier inhumé dans le pourrissoir qui recoupe une des fermetures de cet enclos porche, j'ai deux datations, 1276-1316 à 54% et 1355-1390 avec une probabilité de 41%. Et la deuxième date, 1355-1390, m'intéresse beaucoup en fait parce que ça se situe juste après la date 1338-1340 qui correspond à l'arasement de tous les bâtiments situés hors les murs de Saint-Émilion et dont la Madeleine aurait subi le même sort. Et donc, notre porche aurait été transformée après en un simple enclos funéraire. Et là, l'année dernière, on a ouvert un peu plus loin dans la parcelle, tout au nord, et on voit bien la forte concentration des tombes devant l'église et dans ce porche qui est devenu un simple enclos funéraire. Et tous les pourrissoirs viennent percer tous ces piliers. Voilà. Merci, c'est passionnant. Après, sur ce type de modèle d'avant-corps, enfin de bâtiment mis en façade, ça pourrait renvoyer à ce qu'on appelle des narthex, c'est-à-dire des sortes d'espaces liturgiques préparatoires à l'entrée dans le sanctuaire. Mais à ma connaissance, à part le narthex de Vézelay qui a fait l'objet de fouilles, mais encore, je ne suis pas sûr que ça a été exhaustif. Il n'y a pas réellement eu de fouilles de cette importance. Je pense que c'est l'une des... Alors peut-être des fouilles anciennes, mais je n'ai pas connaissance moi non plus de fouilles de narthex qui pourraient être comparables. Ça fait quand même Pardon, Jean-Luc, ça fait quand même deux originalités à la Madeleine. Hein. Ouais. On a notre exèdre au niveau de la chapelle, du moins du chevet, et ce porche devant à l'ouest. Donc ça fait quand même... et en plus, vu la situation topographique de la Madeleine, ça fait quand même un édifice... très original. La question qui se pose sur
ce porche, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est de mon souvenir, hein, c'est que tu imaginais effectivement une couverture en bois sur des poteaux qui reposaient sur ces piliers. Ça paraît intéressant parce que là je renvoie à Frédéric Boutoul, parce qu'on a connaissance d'assemblées de communautés d'habitants sous des porches au XIIe siècle, notamment à travers le quartier de la Sauve. Donc est-ce qu'on n'aurait pas ici peut-être un aménagement destiné peut-être à accueillir une population pour des actes de la vie quotidienne, tout simplement pour signer les actes, pour les valider? Ouais. C'est pour ça que j'emploie pas le terme aussi de porche à proprement dit, parce qu'on a des images aussi des porches bien bâties en pierre, alors que là, on aurait plutôt l'image d'une simple halle, entre guillemets, avec des supports, des piliers en pierre et des poteaux en bois, avec au centre de cet avant-port une pile un peu plus petite qui recevait certainement une poutre intermédiaire qui supportait aussi la couverture. Voilà. Mais le terme de halle est peut-être plus approprié dans l'imaginaire. De toute façon, typologiquement, c'est plus une halle que… Oui. Voilà. C'est plus une halle aussi dans la mesure où on ne retrouve pas d'entrée majeure, mais plusieurs entrées. Oui. Oui. Il y a plusieurs entrées, mais il y en a une qui est particulièrement marquée côté nord, côté ville, avec, Jean-Luc t'en a parlé tout à l'heure et je n'avais pas remarqué, les petits glyphes sur un sarcophage, sur le bandeau du portail du portail sud du parvis de la monolithe, où on a nos 4 faces qui sont décorées de glyphes. Et comme par hasard, c'est le sol et qui est tourné vers la ville. Alors peut-être que s'ils ont voulu marquer cette entrée-là. Moi, je l'ai signalé, mais ça n'a peut-être rien à voir. Hein. Non, mais je ne sais pas, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Non, moi non plus. David? Oui, pardon. Par rapport à ce porche, justement, avec des piliers périphériques d'une telle dimension, on ne peut pas envisager quelque chose qui est, au moins dans l'idée de départ, avec une élévation beaucoup plus importante qu'une simple charpente en bois qui aurait reposé sur ces masses de pierre qui sont quand même très conséquentes. Les supports, il faut 1,40 m de côté. Ouais. Il faut 1,40 m de côté. De plein pied. Il n'y a pas de traces de mortier. Il n'y a pas de traces de mortier sur la race de ces piliers qui pourraient supposer des assises supérieures. Voilà. Mais bon, on ne doit rien écarter. Hein. Et le dé central est plus petit. Et le dé central est beaucoup plus petit. Ça ne ressemble à rien d'autre. On ne voit pas du tout d'autres bâtiments similaires. Désolé, Denis. C'est ça qui est passionnant. Il y a une chose qui me frappait, en plus, c'est que cette halle, ce porche, ce qu'on voudra, correspond à la largeur de l'édifice avant la seconde nef, y compris les contreforts. Donc, il y avait quelque part dans les volumes en élévation quelque chose qui rappelait la distinction entre ces deux nefs. Et quand on a rajouté ça, on n'était sans doute pas à la même hauteur aussi. Donc, il faut essayer de l'imaginer en 3D. Oui. Mais ce n'est pas ça du tout. Je ferai appel au dessinateur de David pour me faire une petite restitution. Oui, je crois qu'il faudrait faire des essais d'esquisse en 3D pour voir ce que ça peut donner. On peut refaire les séances de travail comme on a fait sur le porche de la cathédrale. Hein. Oui, et ça a donné beaucoup, oui. Et c'était super passionnant en plus. Mais c'est une toute autre histoire.